À la base, l'analyse des richesses, division des richesses dans le monde, c'est une analyse qui repose sur des chiffres qui sont ceux du Crédit Suisse, qui est une banque suisse, qui fait une estimation des richesses détenues dans le monde, à la fois par pays, mais aussi par ce qu'on appelle par décile, donc des plus pauvres aux plus riches. Et donc nous, notre analyse, elle se base sur la division des richesses dans le monde. Et par richesse, on entend l'ensemble des possessions. Donc ça va au-delà des simples questions de salaire, c'est aussi les actifs financiers, le patrimoine immobilier. C'est par ça qu'on définit la richesse. Et donc notre analyse, elle se base sur ces chiffres du Crédit Suisse qui évaluent chaque année les inégalités de richesse dans le monde. Donc nous, on prend ces chiffres-là et on les réanalyse. Et on a regardé aussi la liste publiée par le magazine américain Forbes et ce qu'ils possèdent, ce que les premiers milliardaires les plus riches possèdent en termes de richesse. Et donc en comparant aussi les richesses détenues par les uns et par les autres, c'est comme ça qu'on en arrive à ce constat, en regardant combien de milliardaires possèdent, combien il faut de milliardaires pour posséder autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, soit 3,6 milliards d'individus. Et au final, on a cette année, en 2015, enfin à la fin de l'année 2015, donc fin de l'année dernière, il fallait donc 62 personnes pour posséder autant que les 3,6 milliards de la population la plus pauvre, et ce chiffre était de 388 il y a 5 ans. Donc ça donne une idée de l'évolution des richesses. Voilà. Et peut-être, il a fort à parier que dans les années à venir, il faudra de moins en moins de milliardaires pour totaliser autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Donc ça, c'est sur quoi se base notre analyse et comment on en est arrivé à ce chiffre-là. Après, comment expliquer que les inégalités s'accroissent, parce que c'est en effet un constat qu'on fait d'année en année. Le mécanisme, il est double. D'un côté, au plus haut de la hiérarchie, on a des milliardaires qui s'enrichissent très rapidement. Depuis 2010, ils ont les 62 milliardaires, donc vraiment que 62 personnes, ils ont gagné 500 milliards de dollars de richesse en 5 ans. A l'inverse, de l'autre côté de la hiérarchie sociale, la moitié la plus pauvre de la population mondiale, donc les fameux 3,6 milliards les plus pauvres, eux ont vu la richesse baisser de 1000 milliards de dollars, soit environ à peu près 40% de leur richesse. Et donc, pour que les inégalités s'accroissent, il faut que d'un côté, les riches aient plus, de l'autre côté, les plus pauvres aient moins, et on a un écart qui s'accroît. Après, je ne sais pas si vous voulez m'emmener sur les causes de l'augmentation des richesses, que là, c'est juste un constat jusqu'à présent. J'anticipe un peu la deuxième question, mais sur les causes, elles sont multiples. Une de celles que l'on pointe du doigt à travers ce rapport, c'est le rôle que joue l'évasion fiscale dans l'accroissement des inégalités. Et pareil, si on prend l'évasion fiscale, le mécanisme il est double. D'un côté, si les personnes les plus riches, les entreprises se soustraient à leur obligation de payer des impôts, on aura d'un côté vous, moi, le commun des citoyens qui payent ces impôts, et puis de l'autre, les plus riches qui ne se soumettent pas à leur obligation de payer les impôts. Et donc l'impôt en tant que tel ne joue plus assez son rôle de redistribution des richesses et de gommage des inégalités. Et surtout, le deuxième mécanisme derrière l'évasion fiscale, c'est que ça prive les États des ressources qui sont indispensables pour investir dans les services publics, comme la santé, l'éducation, qui sont eux-mêmes vecteurs de réduction des inégalités. À titre d'exemple, en France, on estime que l'évasion fiscale coûterait à l'État français à peu près 40 à 60 milliards d'euros par an, ce qui est un peu moins que le budget de l'éducation nationale, mais ce qui donne une idée du manque à gagner pour l'État français dû à l'évasion fiscale. Après ça, c'est un des paramètres, et c'est celui sur lequel on se focalise parce qu'on estime qu'il est non seulement structurel, mais en plus, il a tendance à jouer un rôle de plus en plus important dans la reproduction des inégalités. Après, il y a aussi d'autres questions qu'on analyse dans le rapport, qui est celle de la division des fruits du travail entre le capital et le travail, les écarts de salaire entre les plus riches et les plus pauvres. À titre d'exemple, depuis la crise financière, donc depuis 2009, les salaires des PDG américains ont augmenté de plus de 50%. Et à l'autre extrême, celle du salaire moyen a, elle, été relativement stable, c'est 3 dollars par an. Donc ça donne une autre idée de la proportion des écarts qui se creusent entre les plus riches et les plus pauvres. Alors la politique peut encore beaucoup, sinon on n'y croirait plus.
Un des mécanismes que j'ai analysé, c'est le rôle que joue l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est assez simple, c'est je suis une entreprise multinationale, ou je suis quelqu'un de très fortuné, je vais profiter des failles du système fiscal international. Un autre pays m'offre des possibilités de réduire ma facture fiscale, le tout de manière la plus légale possible. Et donc, pourquoi ne pas profiter de ces failles-là ? Et donc aujourd'hui, en expliquant ce problème, on comprend bien quelles sont les solutions. Et parmi les solutions, il y en a deux qui sont primordiales. Un, c'est déjà la transparence. On ne sait pas ce que font aujourd'hui les plus riches, les entreprises, dans les paradis fiscaux, comment ils les utilisent pour diminuer leur facture fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de savoir, par exemple, ce que fait comme activité Total aux Pays-Bas alors qu'ils ont 65 filiales. A priori, le Pays-Bas n'est pas le premier pays producteur de pétrole, mais pour autant, il y a une activité aux Pays-Bas et probablement une utilisation des règles fiscales du Pays-Bas. Et donc la première priorité, c'est davantage de transparence sur les activités, en particulier des entreprises dans les paradis fiscaux. Et la deuxième priorité qui est très liée, c'est une coopération indispensable des États pour finir cette espèce de nivellement vers le bas, cette concurrence fiscale dommageable. Si moi, la France, je ne fais pas cette mesure, bah alors le Luxembourg, l'Irlande va la faire. Et donc, tous les pays ont intérêt à s'engager dans cette concurrence, alors que s'ils coopéraient, ils pourraient récupérer des assiettes fiscales énormes, celles qui échappent à l'imposition dans les différents États par ce jeu de la concurrence fiscale. C'est un exemple de mesure technique qui s'inscrit dans un plan plus large qu'il faudrait avoir de lutte contre les paradis fiscaux, et c'est pour ça que nous on appelle à une grande mobilisation internationale pour mettre fin à l'ère des paradis fiscaux. Mais au-delà du message politique qu'il faut envoyer, il faut aussi faire des propositions concrètes et techniques, et c'est celle aussi que l'on porte auprès des différents chefs d'État, et en particulier auprès des États européens qui ont un rôle essentiel à jouer, et ce dans un contexte où l'OCDE ou différentes organisations internationales ont déjà annoncé des mesures, mais qui en notre sens ne changent pas la manière dont on taxe les entreprises et fondamentalement la manière dont elles font l'évasion fiscale. Donc ça, c'est notre priorité politique dans un contexte où les cas d'évasion fiscale ne cessent de se multiplier, McDonald's, Starbucks, Fiat, etc. Après, un agenda politique de lutte contre les inégalités se doit d'être plus ambitieux et d'aller aussi vers des questions de taxation du patrimoine, vers des questions d'écart de salaire entre hommes et femmes, d'écart de salaire entre plus riches et plus pauvres, qui sont parmi les propositions que l'on porte dans le cadre de ce rapport sur les inégalités. Il faut remettre dans son contexte ce qu'est Davos. Davos, c'est la réunion des élites de ce monde. Donc ce sont les plus riches, les plus puissants. Donc vous avez des chefs d'État, vous avez des grosses entreprises, les fameuses 120 entreprises qui sont des partenaires stratégiques de Davos qui payent plus de 500 000 $ pour être présentes, et d'ailleurs dont 90% sont présents dans des paradis fiscaux. Voilà, c'est le contexte, c'est ça Davos. Donc Davos, c'est surtout des conversations bilatérales sur des enjeux très économiques liés aux intérêts des uns et des autres. Imaginez-nous, ONG de Solidarité Internationale, au milieu de tout ça. Notre objectif était de secouer Davos, secouer l'élite de ce monde. De ce point de vue-là, je pense qu'on a réussi parce que notre rapport et notre constat sur les inégalités a été repris par de nombreux leaders, y compris Joe Biden, qui est le vice-président des États-Unis, même Leonardo DiCaprio, parce qu'il y a aussi des acteurs, on ne comprend pas ce qu'ils font à Davos, mais il y a aussi des acteurs à Davos, donc même Leonardo DiCaprio y a fait une référence. Et donc, et c'est pas la première année qu'on va à Davos, c'est pas la première année qu'on va à Davos en parlant d'inégalité. Donc il y a une vraie inscription des inégalités dans le message politique des dirigeants de ce monde. Ceci étant dit, des paroles à l'action, il y a un gap, ce qui est un mot anglais, mais une différence énorme. Derrière la dénonciation globalement conjointe des inégalités, il y a encore un vrai manque d'ambition politique et même de mesures politiques concrètes. On se faisait pas énormément d'illusions sur Davos de ce point de vue-là, sans compter qu'on peut discuter de la légitimité de Davos
discuter de l'avenir du monde entre eux. Ceci étant dit, on a rencontré plusieurs personnes importantes sur la question des inégalités, notamment de la lutte contre l'évasion fiscale. Il y avait aussi Pierre Moscovici, qui est l'ancien ministre des Finances français et qui est maintenant commissaire européen sur les questions notamment de taxes. Donc on avance. Nos messages sur les inégalités ont été repris par la FMI et la Banque mondiale. Il y a 10 ans, on nous aurait dit que le FMI et la Banque mondiale reprenaient à leur compte le fait que les inégalités ont un impact négatif sur la croissance, on n'y aurait jamais cru. C'est le cas maintenant. Et donc on espère que ça va se traduire par de l'action politique. Et après, c'est tout le travail que nous, on va mener sur l'année, de plaidoyer à la fois auprès des différents acteurs politiques, mais aussi de mobilisation globale des citoyens pour qu'eux se sentent concernés et pensent qu'on peut vraiment agir contre les inégalités, parce qu'on peut, il y a des solutions, et c'est celle que je présentais tout à l'heure.